Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle Salles Obscures. On retourne, vous voyez, dans les Salles Obscures pour des nouveaux films cinématographiques. Et le 7e art, ça sera l'année, donc, ça sera un top 13 de l'année 74. Voilà. Ou plutôt non, 73, pardon, je me suis trompé. Dans l'année 73. 74, ça sera la prochaine vidéo. Voilà. Donc ça sera la 1973. Alors 1973, top 13, voilà, il y a quand même des bons films dans cette année-là. Et plus ça va aller dans les autres années, plus ça va crescendo dans les bons films et dans beaucoup de films. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la 13e position. Vu que c'est un top 13, hein, c'est Le Voyage fantastique de Sinbad. Alors pourquoi j'ai mis ce film-là? Parce que je trouve ça un film pour l'époque où ça a été fait. C'est un film avec des effets spéciaux d'époque. Peut-être que certains trouveront les effets spéciaux un peu bidons, mais rappelez-vous que vous êtes quand même en 73. En 73, il n'y avait pas la technologie qu'il y a maintenant pour faire les effets spéciaux. Voilà. Mais ça a son charme. Ce côté vintage, je trouve que ça a son charme. D'ailleurs, le voyage fantastique de Sinbad, c'est dans la continuité d'un film qui s'appelle Jason et les Argonautes. Je sais pas si ceux qui se rappellent Jason et les Argonautes, avec la bataille de squelettes avant, ça a été fait dans les années 60, fin des années 60. Peut-être que si je fais les années 60, peut-être que je parlerai de ce film-là. En tout cas, c'est dans le même style. Et donc, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, fait pour l'époque, c'est des chefs-d'œuvre. Le voyage fantastique de Sinbad, c'est sorti le 26 juin 75 en France. C'est-à-dire, c'est sorti 2 ans après avoir été fait. Donc, ça a été quand même assez long pour qu'il vienne dans les salles obscures françaises. Mais ça reste un excellent film. À voir évidemment avec d'ailleurs c'est un film que tu peux voir en famille, hein, c'est pas du tout violent ni rien du tout, il y a des monstres et des trucs comme ça, mais c'est pas voilà, ça rien d'effrayant ni rien quoi, c'était des effets spéciaux de l'époque. Même les enfants ils vont prendre les personnages pour des personnages de type Toy Story, tu vois, des jouets animés quoi, voilà. En tout cas, c'est un film que je vous conseille de regarder si vous l'avez pas vu. En 12e position, c'est un dessin animé. Non, ce n'est pas un Astérix. Je sais que vous êtes habitué à chaque fois que je dis ça d'après être un Astérix. Non, à l'époque, c'était pas encore des Astérix. C'est un Walt Disney. Et tous les Walt Disney de cette époque-là, les premiers Walt Disney, pour moi, c'est pratiquement tous des chefs-d'œuvre. Et c'est Robin des Bois. Et pourquoi je parle de Robin des Bois? Parce que c'est un Walt Disney qui m'a marqué dans le sens... j'avais été le voir avec mes parents... c'est dans un cinéma qui n'existait plus sur Dijon, qui maintenant je crois que c'est un magasin de chaussures, donc tu vois, ça a complètement changé. Et mais à l'époque c'était un cinéma et il passait souvent des dessins animés comme ça, tu vois, des dessins animés qui ressortaient plus tard, tu vois, pour truc. Et moi je me rappelle aller voir ça avec mes parents et j'avais adoré ce dessin animé Robin des Bois avec le renard, la grosse poule qui me faisait rire, et puis évidemment Madame Renarde, qui était très belle. Voilà. Enfin, en tout cas, l'histoire de Robin des Bois revisitée en dessin animé, j'ai trouvé ça excellent. Moi, je connaissais la version de Harold Flint, pas à l'époque, hein, mais Harold Flint, je l'avais vu après, hein, qui était excellent. Mais le dessin animé est très bon aussi. Donc, je vous conseille de le regarder en famille avec des enfants. Même les enfants de maintenant, je pense qu'ils vont kiffer ce dessin animé. Même s'ils sont habitués à d'autres types de dessins animés, mais je pense que ça reste un classique de Walt Disney. C'est sorti en France le 30 octobre 74. C'est-à-dire que c'est un film de 73, mais c'est sorti qu'en 74. Mais c'est vraiment un très très bon dessin animé, un très très bon Walt Disney. Voilà. Donc je vous conseille. En 11e position. Alors en 11e position, ah oui, c'est un grand film. C'est le nom d'un petit insecte qui vole, c'est Papillon. Voilà, c'est Papillon. Un film est vraiment un chef-d'œuvre du genre. Il y a eu un remake, je crois, depuis, mais ça n'a rien à voir avec cette version-là.
parce que cette version-là, déjà, c'est avec deux grands acteurs, Dustin Hoffman et surtout Steve McQueen. Rappelez-vous, Steve McQueen pour les anciens, c'est la série en noir et blanc, Au nom de la loi, et puis les 7 mercenaires en film de cowboy et tout ça, enfin, et plein de films comme ça où il a joué, Le Chasseur, avec et puis Bullitt, Les 24 heures du Mans, enfin, de grands films faits par cet acteur-là. Steve McQueen qui est vraiment, moi c'est un acteur que j'adore, La Grande Évasion, pour ne citer que ça. Mais là, Papillon, c'est l'histoire de deux prisonniers, enfin de plusieurs prisonniers, mais ces deux-là en particulier, Dustin Hoffman et Steve McQueen, qui sont qui sont en Guyane, dans les prisons françaises de l'époque. Et c'était des prisons très très dures, rien à voir avec les prisons de maintenant en France, hein, où c'est des quartiers c'est presque le Club Med, hein, où il y avait la télé, enfin oui, il y a la télé, les salles de sport. À l'époque, il y avait ni télé, ni salle de sport, ni rien. T'étais dans ta cage, t'allais en dehors faire des travaux forcés, et tu revenais bouffer de la merde, parce qu'ils te donnaient que de la merde. Tu chopais plein de maladies. C'était en Guyane. Ouais, c'était dans les camps là. J'ai oublié le nom. C'était pas camp de concentration, c'était ouais, j'ai oublié le nom là. Enfin bon, vous savez de quoi je parle. Et c'était beaucoup plus dur avant que maintenant. Voilà. En tout cas, un excellent film, un film culte, un film vraiment très très dur à regarder. Il y a des scènes qui sont quand même assez ces trucs. Et en fait, l'histoire, c'est sans trop spoiler, c'est qu'ils veulent s'évader, quoi. Tu vois. Et c'est très compliqué de c'est le bagne. Voilà, c'est les bagnes. Et c'est très compliqué de s'évader des bagnes de Guyane française. Mais le film reste vraiment un film culte, un chef-d'œuvre. Donc je vous conseille Papillon. Vraiment, une masterclass. En 10e position, c'est un Clint Eastwood. Eh oui, c'est L'Homme des Hautes Plaines. Voilà, un western. Film de et avec Clint Eastwood. C'est lui qui l'a réalisé et il joue dedans. Alors, c'est pas comme Le Bon, la Brute et le Truand, et trucs comme ça, mais ça reste un grand western. De toute façon, tous les westerns faits par Clint Eastwood, rarement ils m'ont déçu. Il y en a peut-être certains qui sont mieux que d'autres, mais ils sont tous bien regardables et bien pour passer une bonne soirée. Surtout si t'es fan comme moi de Clint Eastwood et de l'époque où il était dans le top niveau, c'était dans les années 70. Clint Eastwood était l'acteur que tout le monde voulait avoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et même si ces films n'ont jamais été n'ont jamais explosé les entrées au box-office, tu vois. Mais ça a toujours été un acteur très respecté à Hollywood et tous les films c'est des masterclass, quoi. Voilà. Et ça, l'homme des Hautes Plaines, c'est vraiment un film excellent. Alors je veux pas que spoiler, mais c'est un film où il va dans une ville et puis c'est lui qu'à un moment qui domine la ville parce qu'il tue les deux méchants de la ville et franchement après il repeint la ville en rouge, enfin tout ça, mais bon je vais pas trop spoiler. C'est sorti le 23 août 73 en France, et si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le parce que c'est vraiment terrible. Voilà, L'Homme des Hautes Plaines. En 9e position. Alors là, c'est un film que j'affectionne particulièrement. C'est Soleil Vert. C'est un film de science-fiction. Alors, de quoi ça parle? D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, l'affiche. Moi, j'adore cette affiche parce que je trouve que c'est une affiche apocalyptique. Voilà. De quoi ça parle, Soleil Vert? Tout simplement, le Soleil Vert, c'est des pilules vertes que les gens introduisent, enfin mangent. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, je sais plus l'époque que c'est, je crois que c'était à l'époque où c'est sorti, c'était en 2022, les gens étaient en 2022, donc ils voyaient les 2022 comme dans le film. Heureusement, c'est pas comme dans le film. Mais en 2022, dans ce film, il y a plus de nourriture. Il y a plus de vaches, il y a plus de moutons, il y a plus aucun animal mangeable sur terre. Il y a plus de viande, il y a plus rien. Il y a plus rien à manger, même des légumes, il y a plus rien du tout. Et les gens se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent d'une pilule verte qui est l'équivalent de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sauf que à un moment, ils vont commencer à se révolter parce que ils découvrent quelque chose qui va les faire se révolter. Et ça c'est voilà. Et j'en dis pas plus, je spoil pas plus.
Mais c'est un film vraiment très bien. Et c'est avec un acteur que moi j'aimais bien, c'est Charlton Heston. Voilà, dans le rôle principal. Charlton Heston, qui est Charlton Heston? Pour certains, pour la nouvelle génération qui ne connaît pas forcément cet acteur. Charlton Heston, c'est lui qui a joué dans La Planète des Singes, la première version. Qui a fait plein d'autres films. C'était aussi un acteur très en vogue à l'époque, un peu comme Clint Eastwood, qui a fait aussi Ben-Hur, qui a fait aussi les 10 Commandements. Voilà, c'est vraiment un acteur de haut niveau. Et là, Soleil Vert, si vous aimez la science-fiction, je pense que vous allez kiffer. Voilà. En tout cas, Soleil Vert, c'est sorti donc, je disais, le 26 juin 74. Alors c'est un film de 73, mais c'est sorti qu'en 74 en France. Et si vous aimez les films de science-fiction un peu bizarroïdes quand même, regardez-le parce que je pense que vous allez kiffer. Voilà. En huitième position, c'est encore un film que j'adore. Voilà, de toute façon tous les films que je vous parle, je les adore. Sinon je les mettrais pas dans mes tops. Hein. C'est un film, c'est Serpico avec Al Pacino. Qui ne connaît pas l'inspecteur Serpico? Serpico, c'est impossible de pas connaître. D'ailleurs, il y a beaucoup de références dans plein d'autres films, même des films de maintenant, où des fois t'as des mecs qui disent mais tu te prends pour qui toi? Tu te prends pour Serpico? Voilà, parce que c'est un peu comme tu te prends pour vous êtes qui? Vous êtes Tango et Cash, vous êtes Starsky et Hutch. Il y a aussi des mecs qui disent tu t'es pris pour qui? Pour Serpico? Parce que là, Al Pacino il met la barre très haute. Il met la barre très haute déjà à l'époque. Voilà, et Serpico, c'est vraiment un film culte. Et si tu l'as pas vu, regarde. C'est juste un conseil que je te donne. Je vais pas spoiler non plus, parce que je suis pas ici pour spoiler, pour vous gâcher d'avoir envie de regarder ce film, ou tous les films que je vous parle. Mais Serpico, c'est pareil, c'est une masterclass. Al Pacino dedans, il est au top. Alors c'est un film de Sidney Lumet, hein, le réalisateur, très connu. Il a fait des grands films, voilà. Et il a comme rôle principal Al Pacino dans le rôle de Serpico. Voilà. En tout cas, je vous conseille de regarder ça parce que ça déchire sa mère. C'est en 8e position. Voilà. En 7e position. Alors en 7e position, c'est le 4e volet de La Planète des Singes. C'est la bataille de la Planète des Singes. Voilà. C'est le 4e volet, après Les Évadés, après Le Secret de la Planète des Singes, après La Planète des Singes avec Charlton Heston justement, Le Secret de la Planète des Singes, Les Évadés de la Planète des Singes, ça c'est le 4e volet, c'est la bataille de la Planète des Singes. C'est là qu'il montre comment les singes ont pris le pouvoir sur la Terre et comment ils ont mis les humains à l'amende et les humains sont devenus leurs animaux de compagnie, leurs esclaves. Voilà, c'était le monde à l'envers, voilà. Et là, c'est là que tu vois la puissance des singes justement intelligents qui parlent, comme justement leur chef César, le chimpanzé intelligent qui est le fils justement de Cornelius et Zira dans les évadés de la planète des singes. Voilà. Alors pour moi c'est pas le mieux de la saga, mais ça reste quand même très bon, très bien. Voilà. Il y a plein de clichés sur les singes et voire aussi sur les humains. Et c'est là que tu vois que les humains croient avoir le pouvoir et la domination et ils se trompent. Voilà. Et même encore aujourd'hui, certains pays croient avoir la domination ou certaines personnes croient avoir la domination sur certains trucs et ils se trompent et des fois ils se prennent des branlées et c'est ce qui arrive dans le film. Voilà. En tout cas, je vous conseille le 4e volet de la saga de la planète des singes, la bataille de la planète des singes. Voilà. Qui est sorti le 8 août 73 en France. Voilà. En 6e position. En 6e position, il est où le 6e? 6e. Il est où le 6e? Ouais, je l'ai perdu le 6e. Ah, 6e. 6e. C'est un film français, une comédie, avec un grand acteur. C'est Les Aventures de Rabbi Jacob avec, évidemment, Louis de Funès. Qui ne connaît pas Louis de Funès? Même la nouvelle génération connaît Louis de Funès, ne serait-ce que par rapport aux gendarmes. Les Aventures de Rabbi Jacob, voilà, à la base, c'est un mec qui est un petit peu raciste sur les bords, hein, faut le dire. Voilà, qui est un grand patron d'une grande boîte. Il lui arrive plein de trucs, le truc dans l'usine de chewing-gum, ça m'a fait toujours rire. Avec les méchants arabes dans le film. Et puis après, il devient, sans le vouloir, il se fait passer pour un juif. Un important juif qui vient des États-Unis
et qui s'appelle Jacob justement, et il se fait passer pour juif. Le problème, c'est que il sait pas lire, il sait pas lire les versets de la Torah, et puis à un moment, mais par contre, la scène mythique du film, c'est quand il danse, quand il fait la danse juive là. Putain, et il s'est entraîné pour le faire, hein, Louis de Funès. Parce que Louis de Funès, il était très professionnel dans ses films, très professionnel. Il voulait tout que ça soit au millimètre, qui ait aucune anicroche. Un peu comme Michael Jackson dans ses concerts, il voulait tout tout soit parfait. Bah, Louis de Funès, c'est un peu pareil, voilà. Et les aventures de Rabbi Jacob, c'est un film où tu ris du début à la fin. Et il y a aussi pendant le film une petite leçon de morale pour les deux communautés, c'est-à-dire juive et arabe. Voilà, malheureusement, ce n'est qu'un film. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Voilà, en tout cas, les aventures de Rabbi Jacob, je l'ai placé en 6e position. Et c'est sorti le 18 octobre 73 en France. Et c'est un film de Gérard Houry. Voilà, Gérard Houry qui est très très connu comme réalisateur français. Voilà. En 5e position. La 5e position, elle est où la 5e position? La 5e position, la 5e position, c'est tout simplement, c'est tout simplement le dernier film, vraiment le dernier film de Bruce Lee. C'est Opération Dragon. Pourquoi je dis que c'est le dernier film? Parce qu'en fait, après, il en a ressorti un autre beaucoup plus tard, quelques années plus tard, qui s'appelle Le Jeu de la Mort. Mais Le Jeu de la Mort n'est pas vraiment son dernier film. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, certains doivent savoir aussi pourquoi je dis ça. Ils doivent connaître la même version que moi. Parce que Opération Dragon, ça reste un film où il est encore là. Du début à la fin. Il a fait toutes les scènes lui-même. Soit de combat, de pas de combat. C'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Dans Le Jeu de la Mort, il n'a pas eu le temps. Il est mort avant. Il n'a pas eu le temps de finir le film. Il a fait juste les scènes, les 3 dernières scènes du film qui sont les plus importantes, où il monte les escaliers de la pagode pour rencontrer à chaque étage un maître d'un art martiaux. Et là, c'est encore lui, parce qu'il allait tourner ça avant d'aller faire Opération Dragon. Voilà. Et après avoir fait Opération Dragon, il voulait terminer le film Le Jeu de la Mort. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps, il est mort avant. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le dernier film entier de Bruce Lee, c'est celui-là, Opération Dragon. Voilà. C'est un film du réalisateur Robert Close. Voilà, Robert Close qui était très connu à l'époque pour faire des films, voilà. Et c'est lui qui voulait absolument Bruce Lee. C'est le film qui devait le faire revenir aux États-Unis, parce que c'est un film américain, parce que tous les autres films sont hongkongais, hein, Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, c'est une production hongkongaise. Et là, c'était une production américaine. Et donc, c'était pour signer son retour aux États-Unis. Malheureusement, il est mort avant, et ça, il n'a pas vu le succès de ce film, parce que Opération Dragon, c'est un film qui a eu énormément de succès. Énormément de succès. On y retrouve aussi Bolo Young, hein, très connu, le méchant dans Bloodsport avec Van Damme, hein, celui qui faisait bouger ses nichons, là. Et il fait encore le rôle d'un méchant. Mais c'est un grand film qui pour moi qui est très important dans la carrière de Bruce Lee. Opération Dragon, c'est sorti le 9 janvier 74 en France. C'est un film de 73, mais c'est sorti qu'un an après, peut-être par rapport à la mort de Bruce Lee. Et mais ça reste du grand Bruce Lee dans le grand art, dirigé par des Américains, production américaine, cachet américain, budget américain. Voilà, tout était aligné, les planètes étaient alignées pour que Bruce Lee sorte de là vainqueur dans tous les domaines. Malheureusement, ça a été son dernier combat, parce qu'après, malheureusement, il nous quitte avec un œdème cérébral, version officielle. Moi, j'ai toujours nié cette version. Pour moi, il n'est pas mort d'un œdème cérébral. Pour moi, c'est les triades qui l'ont tué. C'est la mafia chinoise qui l'ont tué, par rapport au refus de travailler pour les triades, et aussi parce qu'il entraînait ce que les Chinois appellent des gualos, c'est-à-dire des non-chinois, tout ce qui était blanc, portoricain, noir, tout ça. Et Bruce Lee donnait des cours de kung-fu à tous les gens qui voulaient apprendre, preuve que lui n'était pas du tout raciste. Mais les triades voyaient ça d'une autre façon, et les maîtres chinois voyaient ça d'une autre façon, parce qu'à l'époque,
La communauté chinoise, même encore maintenant, mais la communauté chinoise à l'époque était très très fermée et ne divulguait surtout pas les secrets des arts martiaux, quoi. C'était leur truc à eux, ils voulaient pas que les autres sachent comment combattre. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas encore eu la chance de regarder Opération Dragon, regardez-le. Même vous, la nouvelle génération, parce que je pense que vous allez kiffer. Voilà. Et ceux qui l'ont déjà vu, revoyez-le, parce que ça, c'est des films, on peut les revoir 10 millions de fois, tu ne te lasseras jamais. Rien que pour la beauté des combats. Voilà, je l'ai passé en 5e position, il mériterait d'être plus haut, mais il y a pas mal de grosses, de gros calibres qui sont là cette année-là, donc je l'ai mis quand même en 5e position. En 4e position. Alors, en 4e position, c'est un Clint Eastwood encore, c'est Magnum Force. C'est un Dirty Harry, un inspecteur Harry. Voilà, c'est alors je sais plus si c'est le 2e ou le 3e, je sais plus. Faudrait que je revoie, mais en tout cas c'est le 2e ou le 3e. Magnum, je crois que c'est le 3e, parce que le 2e c'est l'inspecteur, le retour de l'inspecteur Harry. C'est le 2e. Et ça, c'est le 3e. Donc, je pense que Magnum Force, ça va être le 3e. Voilà. Et donc, encore du Dirty Harry, encore des punchlines avec les Eastwood. Il y a Larry Callahan. Harry Callahan, pas Larry. Harry Callahan. C'est le nom de l'inspecteur Harry. Voilà. Donc, c'est sorti le 27 février 74 en France. C'est un film de 73, qu'en 74 en France. Et Magnum Force, je vais pas spoiler non plus, mais en fait, c'est des flics qui combattent d'autres flics. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Après, vous verrez ce que je vais dire quand vous regarderez le film, si vous connaissez pas forcément le film. En tout cas, ça reste encore un grand Clint Eastwood. Et comme je dis, dans ces années-là, Clint Eastwood faisait beaucoup de films et des très bons. Voilà. Et ça, c'est un de ceux qui sont très bons. Je l'ai mis en 4e position. Voilà. En 3e position. En 3e position, pareil, c'est un classique. Et c'est vraiment le commencement, pour moi, j'ai bien dit pour moi, mon avis à moi, des grands et des plus importants James Bond. C'est Vivre ou laisser mourir. Le premier James Bond avec l'acteur Roger Moore, qui pour moi est le meilleur James Bond de tous les temps. C'est lui qui avait le plus de classe, qui représente plus le style anglais. Enfin, n'oublions pas que c'était quand même un lord. Tu vois ce que je veux dire? Dans American Mode, c'était Lord Brett Sinclair, rappelez-vous. Voilà. En tout cas, c'est un film que moi, c'est le premier avec lui et c'est alors c'est pas le meilleur, mais pour moi ça et surtout la musique du film, oh, elle est trop bien. Et d'ailleurs il y avait une émission politique qui avait en France qui avait repris cette musique là, vraiment mortel, voilà. Et alors ça se passe dans les Caraïbes, celui-là, tu vois, avec un peu de vaudou et tout ça, quoi. C'est assez mythique. Voilà, donc c'est sorti le 21 décembre 73 en France. Premier James Bond avec Roger Moore. Vivre ou laisser mourir. Et c'est une masterclass. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Voilà. 3e position. 2e position, on arrive dans le top 2. Alors la 2e position, c'est très dur, j'ai failli le mettre en première celui-là, mais le premier est vraiment un truc, vraiment il mérite sa première place. Donc c'est pour ça celui-là, je l'ai mis en 2e position parce que c'est pour moi un film au top. C'est encore un film de science-fiction, c'est Monde Ouest. Monde Ouest, il y a eu une série, voilà, qui a été faite récemment. Personnellement, j'ai regardé la saison 1, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Pour moi, ça n'a même rien à voir avec le film. Monde Ouest, de quoi ça parle? Monde Ouest, déjà c'est avec un acteur que moi j'adore, Yul Brynner. Qui est Yul Brynner? C'est le chauve. C'est le mec qui est chauve, qui a été connu grâce à ça, avec à sa calvitie. Alors je sais pas s'il se rasait les cheveux ou s'il était vraiment chauve. Mais en tout cas, ça a été grâce à ça qu'il s'est fait en plus remarquer. Il a joué dans Les 7 mercenaires, le film de cowboy. Puis il a fait plein d'autres films, Anna et le roi, la première version, moi je parle. Et puis plein d'autres films comme ça où il était vraiment très 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 fort, très excellent. Et Monde Ouest, ça parle de quoi? Alors Monde Ouest, c'est des gens qui payent pour alors déjà c'est des gens riches parce que ça coûte très très cher. C'est des gens qui payent pour revenir dans leur époque favorite. Et dans ce Monde Ouest là, enfin dans ce parc d'attractions, parce que c'est un parc d'attractions,
tu peux choisir 3 époques. Il y a 3 époques. C'est le monde de l'Ouest. C'est pour ça que ça s'appelle monde Ouest. D'ailleurs, c'est la partie la plus importante dans le film. T'as l'Empire romain. Tu peux aller pendant l'Empire romain où tu pouvais faire ce que tu voulais, manger du raisin et te taper toutes les meufs. Hein, rappelez-vous, hein, l'Empire romain, avec les orgies romaines et tout ça, voilà. Et combattre des gladiateurs et tout ça. Et t'avais la troisième option, c'était les châteaux forts. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge avec les chevaliers, tu vois, les trucs comme ça, voilà. Donc tu peux choisir ces trois époques-là. Et dans le film, t'as les acteurs, plusieurs acteurs, choisissent chacun une époque. Et tu les suis chacun dans leurs époques. Mais les acteurs principaux du film, c'est 2 mecs qui choisissent le monde de l'Ouest. Et ils retrouvent le temps des cowboys comme ils vivaient à l'époque. Il n'y a aucun confort. C'était comme à l'époque. C'est pour ça que c'est vachement réel. Mais ça coûte quand même très très cher. Hein. Je crois que c'était $1000 la journée, un truc comme ça, en 73. Hein. Donc c'était hyper cher. Hein. C'est comme l'équivalent de 10 000 € maintenant la journée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et voilà. Donc ils ont la possibilité de pouvoir aussi faire des duels au pistolet comme des défis comme dans les films de cowboy qu'on voit. Et il y a un des mecs, c'est la première fois qu'il y va, l'autre il avait déjà été une fois, donc il connaît bien le truc. Et le deuxième ne connaît pas, c'est la première fois qu'il y va. Et il dit, à un moment il dit, comment je sais que je tue pas une vraie personne? Parce que en face de lui, en face dans le monde ouest, c'est des robots. Eh oui, des robots, bah oui, comme aujourd'hui, les robots, t'as vu, c'est des robots de Musk, ce qu'ils font, voilà. Bah là, c'est encore plus perfectionné, déjà à l'époque. C'est un peu comme l'homme qui valait 3 milliards avec plein de fils partout, ça, mais c'est quand même des robots quand même qui sont vachement perfectionnés pour l'époque. Et l'autre il dit bah tire-moi dessus. Et l'autre il hésite au début, tu vois. Non, vas-y, tire-moi dessus. Puis le mec il essaye, puis il y a aucune balle qui part. Et l'autre il dit le pistolet ne répond qu'à un corps froid, comme un robot. Dès que c'est un corps chaud, la balle ne part pas. Voilà. C'est bien utilisé en fait. Hein. Fallait y penser. Hein. Et à un moment ils disent mais comment tu reconnais que c'est un robot aussi? Bah c'est les mains. Les mains ils arrivent pas encore à les faire correctement. En fait dans les mains ils ont une espèce de trait là sur les doigts. C'est là quand ils te donnent par exemple une assiette, un truc comme ça, tu vois qu'il y a ces marques là et tu sais que c'est un robot en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas. Il leur arrive plein de trucs, mais à un moment, les robots commencent à péter les plombs. Ils commencent à être décontrôlés de la salle de commande. La salle de commande, elle est énorme. Hein. Il y a des mecs, des techniciens qui sont là en train de commander les robots. Sauf qu'à un moment, tout se dérègle et les robots commencent à devenir des robots tueurs. Et Yul Brynner, c'est un cowboy habillé tout en noir qui se dérègle. Mais sauf que lui, il a été encore plus perfectionné parce que c'est un nouveau modèle. Et évidemment, il va derrière ces 2 mecs-là à un moment parce que ces mecs-là, il le tue plein de fois dans le film. Tu vois, il est réparé plusieurs fois et à la fin, c'est lui qui prend le dessus. Voilà. Donc il arrive à en tuer un, mais l'autre arrive à s'évader, mais l'autre il va derrière lui. Alors j'explique pas ce qui lui arrive, mais le film vraiment. En fait, Arnold Schwarzenegger et James Cameron ils se sont inspirés de ce film-là pour faire Terminator, parce que la scène où Yul Brynner poursuit l'autre. C'est tout à fait le Terminator qui poursuit Sarah Connor et le mec qui protège Sarah Connor. C'est tout à fait ça. Voilà. C'était le Terminator avant l'heure. Et je pense que James Cameron et Arnold Schwarzenegger, mais surtout James Cameron, vu que c'est lui qui a fait le film, s'est inspiré de ce film-là pour faire le Terminator. Voilà. La seule différence, c'est que le Terminator vient du futur et eux ne viennent pas du futur. Ils vivent dans le présent. Voilà. C'est la seule chose. Mais je suis certain que James Cameron s'est un petit peu inspiré de ce film-là. En tout cas, je vous conseille Monde Ouest. C'est sorti le 27 février 74 en France. C'est un film de 73, mais ça s'est dit un an après. Voilà, donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Parce que pour l'époque où il a été fait, c'est un chef-d'œuvre, ce film. C'est un chef-d'œuvre. Et quand je dis que c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Si t'aimes pas ce film-là, c'est que t'aimes pas le cinéma. C'est impossible de pas aimer ce film-là. Voilà. En tout cas, il mérite sa 2e position. Et en première position, comme d'habitude, comme dirait Claude François, c'est mon t-shirt. C'est L'Exorciste. Bah oui, pourquoi L'Exorciste? Pourquoi je l'ai mis en numéro 1? Parce que, encore aujourd'hui, tu n'as pas fait mieux que L'Exorciste. Tu n'as pas fait mieux que L'Exorciste. C'est impossible de faire mieux que L'Exorciste.
C'est incroyable, mais c'est vrai. L'exorciste, c'est l'exorciste. Voilà, tu peux pas faire mieux. Voilà. Et c'est un truc quand même, c'est un truc de malade mental parce que les effets spéciaux pour l'époque, et puis c'est un film qui a fait dégueuler pas mal de monde, qui a fait quitter les salles obscures à pas mal de monde. L'exorciste, c'est un truc de malade mental, frère, ce film. Encore aujourd'hui, tu te regardes, tu te dis, putain, mais le niveau de ce film, en termes d'impact, d'intensité, de trucs vraiment de satanisme, de trucs comme ça, ben tu peux pas faire mieux avec le père Carras et Damien. C'est un truc tu peux pas faire mieux. Il y a eu plein de films de possession, d'exorcisme, tout ça. Ok, ils sont bien, mais ils sont jamais mieux que celui-là. C'est impossible à faire. Voilà. Alors c'est un film à pas mettre dans toutes les mains et c'est pour un public averti. D'ailleurs quand c'était passé à la télé à l'époque, c'est passé je crois c'était sur France FR3 à l'époque, ça s'appelait encore FR3 et c'était à l'époque encore du petit carré blanc sur le côté de l'image. Ça veut dire que c'était un film interdit, strictement interdit à moins de 18 ans, avec beaucoup de violence, beaucoup de trucs que les enfants ne pouvaient pas voir. Voilà. Moi je l'ai réussi à la voir. Alors j'ai commencé par la version normale, celle qui était sortie au cinéma et tout. Et beaucoup plus tard, beaucoup d'années après, ils ont sorti une version longue, mais qui n'est pas non plus super longue. Ils ont rajouté, je crois que c'est 7 minutes de plus. 7 minutes de plus, il n'y a pas grand-chose en 7 minutes. Hein. Voilà. La seule chose bien qu'ils ont rajouté, c'est quand elle descend l'escalier comme ça, sur le dos, et puis qu'elle crache le sang. Voilà. C'est la scène. Mais après, il y a eu d'autres trucs qu'ils ont rajoutés. Voilà, ça n'a pas été non plus une version avec 20 minutes de plus. Ça aurait été bien, mais non. Mais moi, je suis habitué à l'ancienne version. Déjà, les voix, parce que quand ils ont fait cette version longue, ils ont été obligés de refaire un redoublage en français avec des nouvelles voix. Et ça a un petit peu abîmé, parce que moi, j'étais habitué aux anciennes voix. Et c'est pour ça que je préfère voir l'ancienne version normale, parce qu'il y a les anciennes voix. Et je trouve que les anciennes voix vont très bien aux acteurs américains qui jouent dans le film. Voilà. Donc, l'exorciste numéro 1, toute catégorie, c'est impossible de battre ce film. C'est sorti le 11 septembre. 11 septembre, décidément, c'est presque, on dans le ring, c'était presque le truc. Hein. 74 en France. C'est un film de 73, mais c'est sorti en 74. Et encore aujourd'hui, tu mets ça dans les salles obscures, je peux dire, les gens, ils flippent. Les gens, ils flippent, les gens, ils dégueulent, les gens, ils se barrent, les gens, tout ce que tu veux. Voilà. C'est un film encore, tu vois, on parle de Conjuring, là, machin, c'est du pipi de chat Conjuring à côté de celui-là. Je vous dis franchement, c'est du pipi de chat Conjuring à côté de l'exorciste. L'exorciste, tu peux pas faire mieux que ça. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. En tout cas pour moi. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette année là et qu'on reviendra avec de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. En attendant, continuez à aller au cinéma, continuez à aller dans les salles obscures, voir des bons films, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit dans les salles obscures ou pour les débriefs du PSG. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Et je vous laisse évidemment avec mon ami Arnold. Aïe. Je reviendrai.